Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 16 octobre 2020 et après un repli conséquent des indices, on a retrouvé quelque peu des couleurs avec cependant des indices américains qui ont terminé la session d'hier bien entendu en territoire négatif mais qui sont parvenus à clôturer au-dessus de leur creux journalier avec le S&P 500 qui a clôturé en baisse de 0,15%, le Nasdaq a baissé de 0,47% et le Dow Jones a reculé de quelques 0,07%. Le Russell 2000 des small caps quant à lui a gagné 0,98%, pardon, et c'était donc la troisième séance consécutive de repli sur fond de doute concernant ce nouveau plan de relance et la hausse inattendue des inscriptions hebdomadaires au chômage. On a donc assisté à un rebond en fin de séance américaine après que Stephen Mnuchin, secrétaire au Trésor, ait indiqué qu'il pourrait céder du terrain dans les négociations et que Donald Trump a déclaré par la suite qu'il proposera un plan plus conséquent et qu'un accord avant les élections était toujours possible. À noter tout de même que Stephen Mnuchin a déclaré que s'il parvenait à un accord avec Nancy Pelosi, Donald Trump convaincrait le leader de la majorité au Sénat, McConnell, de le soutenir. McConnell qui, lui, est pour un plan de relance beaucoup plus restreint. Alors, qu'en est-il de la session en Asie-Pacifique? Les vendeurs ont dominé avec le Nikkei en repli de 0,3%, le S&P ASX 200 en Australie chute de 0,5% et le Kospi coréen de 1%. Les indices chinois, quant à eux, s'échangent de manière mitigée. En Europe, on peut le voir ici, une tentative de rebond après la validation d'une très belle ETE, visible en H4, mais également en H1 sur le DAX. Le CAC 40 également retrouve des couleurs pour se hisser au-dessus des 4900 points dans un contexte où la pandémie de coronavirus fait craindre de nouvelles restrictions en Europe depuis l'annonce, notamment en France, et ce qui nous concerne, d'un couvre-feu qui pourrait être donc le début de nouvelles restrictions, que ce soit en France ou ailleurs, dans un contexte où hier près de 400 000 nouveaux cas de coronavirus ont été signalés. Le nombre de décès a dépassé les 1,1 million et le nombre total de cas s'élève à 39,1 millions. À noter que 29,3 millions de personnes se sont rétablies. Donc un Covid qui sévit en Europe et qui pourrait donc entraîner de nouvelles restrictions. À noter que selon le Financial Times, une étude de l'OMS a révélé que le Remdesivir a peu d'impact sur la mortalité des personnes infectées. Par ailleurs, la société japonaise Fujifilm est en train de faire approuver son médicament contre le coronavirus, l'Avigan. À noter que le Premier ministre néerlandais Rutte a déclaré que le Royaume-Uni doit faire beaucoup plus s'il souhaite conclure un accord commercial dans le cadre du Brexit. Angela Merkel, quant à elle, a déclaré que les progrès avaient été réalisés, mais que certaines questions restaient en suspens. Et à noter également, concernant le coton, selon les médias australiens, la Chine a demandé aux entreprises nationales de cesser d'acheter du coton australien. À noter également, on revient sur le Covid, certains démocrates qui travaillent en étroite collaboration, qui travaillent sur la campagne de Joe Biden, auraient contracté le Covid-19. Cependant, à noter que Joe Biden et Kamala Harris ont tous deux été testés négatifs. Alors nous allons nous intéresser au calendrier économique du jour, un calendrier économique qui est plutôt chargé aujourd'hui. On prendra notamment connaissance à 11 h en provenance de la zone euro de l'inflation IPC pour le mois de septembre. À 14 h 30, on prendra connaissance des ventes au détail aux États-Unis. À 15 h 15, la production, il me semble, industrielle. Donc là, voici. Ce sont les trois données et le sentiment de Michigan également à 16 h. Ce sont les principales données qui devraient rythmer la séance, mais également les rebondissements concernant le Brexit. Il faut savoir que Boris Johnson devrait donner une réponse à l'Union européenne sur le fait, à savoir s'il poursuit ou non les négociations relatives au Brexit. Ça va être un élément clé à surveiller aujourd'hui. Bon, à noter qu'on s'attend tout de même qu'il laisse les négociations se poursuivre. Donc voilà pour le calendrier économique, un calendrier économique qui pourrait
permettre ce rebond, un rebond d'ailleurs qui se poursuit, on le voit ici. On va aller le constater plus dans le détail en passant directement sur le compartiment action, avec un DAX ici en données journalières. Et oui, hier justement, ce repli, ce franchissement de la ligne de coup d'une ETE lui a permis de clôturer en dessous de son nuage. Alors tout l'enjeu pour le DAX sera de le réintégrer face en données journalières à une forte barrière à ce niveau-là, les 12 830 points. Alors il faudra réussir à se hisser au-dessus pour vraiment évoluer à la hausse. Prudence, ce passage sous le nuage ne présage rien de bon, un passage qui vient coïncider justement avec de nouvelles mesures en Europe, avec une situation qui se dégrade. On est au tout début d'une seconde vague, un pic qui devrait être atteint peut-être à la fin du mois de décembre, donc nous sommes bien loin de nous en sortir. Malheureusement, d'un point de vue sanitaire, des nouvelles restrictions devraient impacter de nombreuses entreprises. On atteste hier le repli généralisé des différentes valeurs composantes, que ce soit le DAX d'ailleurs ou le CAC 40, sur les 40 valeurs de l'indice de la côte parisienne. Seul Unibail était en territoire positif. Nous avions donc 39 valeurs en territoire négatif. C'est quelque chose qui devrait toucher toutes les valeurs. Et donc cette ETE hier, on va voir déjà en données H1, car elle est visible également H1, beaucoup plus détaillée. Donc voici cette ETE en données H1 avec un franchissement ici de la ligne de coup qui a coïncidé avec un franchissement de cette moyenne mobile à 200 périodes. L'objectif était les 12 700 points. Il me semble que cela correspondait plus ou moins à l'objectif théorique que l'on obtenait en prenant ici la hauteur de la tête, et ensuite on reporte cette hauteur sur le point de breakout. Voilà, donc c'était très exactement l'objectif théorique. On l'a surpassé, on y est donc revenu par la suite. Voilà, c'est le niveau sur lequel on a pris appui, les 12 700 points, pour aller chercher peut-être les 12 810. Dernier rempart avant les 12 870, peut-être un niveau qui devrait freiner cette tentative de rebond en Europe. En tout cas, si on s'en affranchit, ce ne sera pas gagné pour repartir en territoire positif. Ici, ce sera complètement une zone de résistance, car il faudra également franchir à nouveau cette moyenne mobile à 200 périodes. Et elle ne se franchit pas facilement. Notez que la dernière fois que l'on l'avait franchie à la hausse, c'était ici. Très exactement le 2 octobre, il a fallu un gap de rupture pour passer au-dessus. Donc il faudrait un réel catalyseur haussier pour envisager un retour du DAX ici au-dessus des 12 000 à 12 900 points, tout simplement. Donc tout d'abord, il faudra rallier les 12 870 et ça pourrait être le plafond qui freine le rebond du DAX. Prudence tout de même si on repasse en dessous des 12 700 points. En cas de pression vendeuse, ce serait pour aller chercher directement les 12 600 points. On a tout de même ici 100 points d'amplitude entre ce support et le prochain. Et les 12 600, c'est le dernier rempart avant ce creux, le creux du 2 octobre. Pour l'heure, les perspectives sont haussières. Tant qu'on est aux 12 700 points, perspective haussière de court terme pour aller chercher 12 870, projection V d'Osoda qui permettrait de finaliser cette vague haussière qui matérialise notre rebond européen. Qu'en est-il du CAC 40 sans Ishimoku avant, pour pouvoir constater, apprécier l'évolution des cours. Ensuite, nous allons ajouter Ishimoku, notre boussole. Ici, effectivement, ce test de cette oblique baissière à ce niveau-là a provoqué un rejet du CAC 40 et c'est à ce moment-là que le CAC 40 s'est replié. Nous sommes allés chercher ici les 4800 points avant de rebondir. On a déjà gagné 100 points. 100 points de rebond pour le moment, mais il faudra s'affranchir des 4923. Donc on revient en arrière. On avait suivi cette hausse du CAC 40, une hausse du CAC 40 qui a été plutôt graduelle. On essayait de s'affranchir des différents creux précédents, des différents creux passés. Et à noter d'ailleurs qu'on est revenu au creux du 21 août. Alors on est revenu au creux du 21 août, on a réussi à s'affranchir du creux du 1er septembre. À présent, il faudra s'affranchir du creux du 4 septembre pour espérer revenir ici au creux du 10 septembre. À noter tout de même cette oblique baissière qui pourrait renvoyer les cours du CAC 40 à la baisse. Donc on fait machine arrière sur le CAC et on tente de gravir à nouveau les différents creux précédents. En cas d'échec et en cas de repassage, bien entendu, en dessous de 4887, ce serait pour aller chercher le creux. Le creux qui a été marqué hier, tout simplement. Et si ce creux cède, les 4800, on part directement à 4750, dernier rempart avant 4660 points. Qu'en est-il du Nasdaq? Le Nasdaq, lui, nous a fait autre chose, figure
Une figure de retournement que l'on retrouve assez souvent, hein, d'ailleurs, qui peut ressembler à une TE, à la seule différence qu'il est impossible de définir une ligne de coup qui relie les différents creux des deux épaules et donc de la tête. Et cela est un diamant. Diamant, figure de retournement. Alors excusez-moi, je reviens ici. Le Nasdaq en est sorti très exactement à 16 heures. Et donc la règle, hein, pour un diamant, c'est que c'est une figure de retournement et qu'on va chercher le précédent support. Le précédent support qui était à 11 880, on l'a surpassé. On est allé chercher la projection d'Osoda V. Donc projection d'Osoda V ici qui permettait de finaliser le dernier mouvement de notre diamant, le dernier test. L'avant-dernier test, hein, pardon. Et donc, on est allé chercher ici les 11 777. On retrouve des couleurs, on revient justement sur ce support du diamant. C'est cet objectif théorique, pardon, du diamant. Et donc, vous l'aurez compris, hein, tout l'enjeu sera de s'affranchir des 11 990 de la zone de résistance, 11 990, 12 000 points, pour espérer retrouver la ligne médiane de ce diamant aux alentours des 12 113, dernier rempart avant les récents sommets du 13 octobre. Donc rebond de court terme, et afin de poursuivre en territoire positif, il faudra réussir à se hisser au-dessus des 11 990, plus largement au-dessus des 12 000. Pardon, excusez-moi. Donc on revient ici sur le Dow Jones. Un Dow Jones qui, en données intraday, en données H1, a donné le signal, lui, un signal Ishimoku, beaucoup plus clair. Le TE ici, s'il y en avait une, était beaucoup moins précis, si je puis dire, mais la sortie de nuage nous donnait un très beau signal. Cependant, hein, si l'on peut reprocher quelque chose à Ishimoku, c'est le temps qu'il faut attendre avant d'avoir une validation du signal, hein. La validation avait été donnée à ce niveau-là, ce qui nous laissait tout de même de la marge, mais une belle amplitude ici était manquée, 187 points. Cependant, hein, la projection de Soda nous donnait un objectif qui a été également surpassé. Et où est-ce que l'on est revenu? Alors pour ceux qui suivent régulièrement le Good Morning Market, c'est un niveau que l'on garde depuis très très longtemps. Les niveaux E1, E2, E3 pour le Dow Jones, ce sont des niveaux qui sont issus d'un ancien double creux selon Soda, ici en ABCD, et ces niveaux ont bien fonctionné depuis très longtemps maintenant, hein. Cela fait depuis début août que ces niveaux sont actifs. À chaque fois que l'on s'en éloigne à la hausse, en tout cas c'est pour revenir à E3, ça n'a pas manqué encore une fois, c'est pour cela que je garde ces niveaux sur mon graphique. On est revenu sur E3, c'est très exactement le niveau qui a freiné la baisse. Et maintenant tout l'enjeu pour le Dow Jones, c'est de passer au-dessus de ce niveau. On est en train de tester d'ailleurs les 28 380, c'est un palier de SSB. Et le Dow Jones est en train de repasser en dessous. Donc concrètement, pour espérer des perspectives haussières, il faudrait se hisser au-dessus de ce niveau pour aller chercher les 28 580. Voici le Dow Jones en données H4, hein. Souvenez-vous, nous étions dans l'enceinte d'un canal haussier, et ce canal haussier en H4, on en est sorti par le bas, et ce qui a freiné notre baisse, on le voit en H4, c'est notre nuage. Donc on a toujours des éléments, hein, qui permettent de déterminer un frein. En H4, notre nuage nous le fournissait, nous expliquait ce retour à la hausse, et en H1, tout simplement, on est allé chercher E3. S&P 500 à présent. S&P 500 est revenu également sur un niveau précédent, cette fameuse zone de résistance aux alentours des 3430 et 3440, une zone qui avait testé à maintes reprises, qui a cédé à son quatrième test. Il avait eu deux tests début septembre, à la mi-septembre un troisième. Il aura fallu un test début octobre, un test couronné de succès pour s'affranchir de cette zone-là et aller marquer ce sommet à 3540 points. Alors on s'est replié pullback en direction de cette zone de résistance avec donc inversion de polarité, une zone de résistance qui devient support, et donc cette zone garde la même force que précédemment. Avant c'était une force de résistance, c'est devenu une force de support, et seul ce niveau a permis donc au S&P 500 de rebondir, mais il échoue au contact de son nuage, et donc également le S&P 500 devra s'en affranchir, mais également de ce palier
3476 points. Ce sont donc des paliers de nuages hein, pour S&P 500 et Dow Jones qui détermineront la poursuite ou non du rebond. Et pour le S&P 500, tout l'enjeu sera d'aller rallier les 3500 points. On passe à présent au Nikkei japonais. Ici, un Nikkei japonais qui hier, suite à ce rapide sell-off, est venu se placer en dessous de notre zone de support. À présent, résistance, prudence, on s'est placé dans le nuage. À présent, il faudra vraiment progresser à la hausse et on a énormément d'obstacles en chemin. On retrouve tout d'abord, parce qu'il faut noter, on s'est placé sous une projection de Soda V, très précisément les 23 434 points. Donc pour sortir du nuage, il faudra réussir à franchir ce niveau. Il faudra également réussir ici à franchir à franchir la Kijun aux alentours des 23 500 points. Et ensuite, on aura cette résistance à 23 562. Alors que à la baisse, le scénario baissier ne veut qu'un seul franchissement, celui des 23 300, ce qui nous entraînerait à 23 214 et peut-être même sur la borne inférieure de notre canal haussier. Donc, prudence, le Nikkei semble faire preuve de faiblesse, hein, donc il faudra vraiment réussir à passer au-dessus de cette zone de résistance pour envisager des perspectives haussières et pour envisager un retour à la hausse ici pour le Nikkei japonais. Un Nikkei japonais qui est susceptible de sortir de son nuage par le bas en s'affranchissant de cette zone de support, ce qui le renverrait directement vers la borne inférieure hein, de son canal ascendant, comme on le voit. Des choses hein, que pourrait faire le Nikkei. Le Nikkei pourrait s'affranchir de son nuage par un gap baissier. Hein. Donc prudence, ça pourrait aller très vite. Ce sont des choses que l'on voit très souvent sur l'indice japonais, des sorties de nuages qui se font par des gaps baissiers. On passe à présent sur le compartiment matières premières et à ce niveau-là également, il s'est passé beaucoup de choses, pardon. Et en cause, le billet vert, le dollar américain qui retrouve des couleurs et les perspectives sont largement haussières pour le billet vert. Donc prudence sur les matières premières, on va en parler lorsqu'on va aborder le marché d'échange. Ici, nous avons donc un gold, le métal jaune hein, ne parvient pas à repasser au-dessus de sa Kijun. La Kijun qui fait office de barrière, elle est en palier. Je vous le rappelle, quand la Kijun est en palier, c'est-à-dire à l'horizontale, c'est un très fort niveau de support ou de résistance et ce sont les 1910 $ hein, qui font office de résistance. Dernier rempart avant d'envisager une éventuelle intégration du nuage, mais avant cela, il faudra également s'affranchir de cette moyenne mobile simple à 50 périodes. Donc oui, retour à la hausse du gold, il y aura très certainement, mais peut-être pas dans l'immédiat. La force d'Ishimoku, c'est cette vision future des marchés. Et que nous donne cette vision future des marchés? Elle nous donne un twist. Elle nous montre un twist ici. Et ce twist, justement, favorise le passage des cours, favorise la traversée du nuage. On a un exemple, d'ailleurs, je vais très rapidement revenir sur les indices boursiers. Sur le CAC 40, il me semble que le CAC 40 a profité d'un twist hein, pour évoluer à la baisse. Et il a profité de ce même twist pour rebondir et repartir à la hausse. Donc, si je ne me trompe pas, il me semble hein, que le twist soit dans ces environs-là. Je ne sais plus si c'est en H4 ou en H1. Nous allons le vérifier ensemble. Voilà, donc c'était très précisément à ce niveau-là. Le CAC 40 a profité de ce twist pour passer en dessous du nuage. Il a profité. Alors, ce n'est pas précisément hein, sur le croisement de SSA et de SSB, mais ça reste une grande faiblesse du nuage qui a permis ce passage brusque. Et on est reparti à la hausse par la suite aux alentours de ce twist. Donc c'est une donnée à garder à l'esprit. Les twists favorisent les traversées du nuage. Et cette projection du nuage dans le futur nous permet d'avoir un coup d'avance, hein, si je puis dire. Et ici, cette faiblesse de nuage pourrait permettre un retour à la hausse. Et ce serait une semaine avant les élections américaines, aux alentours hein, du 23 voire 26 octobre. Donc prudence sur le gold hein, pour le moment. Difficile d'envisager une poursuite de la hausse. Après, c'est tout à fait possible, bien entendu, en cas de repli conséquent du dollar américain. En revanche, si le dollar américain continue
de se renforcer, cela pousserait à nouveau le gold à la baisse. Un gold qui fait face également ici à sa Kijun H4, donc un gold qui est pris en étau entre sa SSB, donc son support à 1903 et sa résistance intraday à 1908. S'il parvient ici à s'affranchir des 1908, ce ne serait que pour gagner 8 $ peut-être avant de se replier. En revanche, si les 1903 cèdent, on passerait directement sous 1900 pour aller chercher 1882 très probablement. Hier, c'est simplement le nuage qui nous a empêché d'aller jusqu'au 1882. La baisse s'est arrêtée aux alentours des 1890 pour se hisser à nouveau, se rapprocher des 1900. Et si les 1882 cèdent, là effectivement, ça pourrait devenir intéressant pour le gold. Pourquoi? Car on se replierait à 1850 et cela pourrait nous fournir un excellent point d'achat en prévision d'un éventuel rallye haussier. Encore mieux si les 1857, dans ce cas-là, c'est pour aller chercher les 1831 et là, ça finaliserait cette vague baissière ici. Et nous avons d'ailleurs un point A à ce niveau-là, un point C ici, car le B était là, et ça pourrait nous placer un point D à 1830. Et 1830, c'est un excellent point d'entrée si on anticipe un éventuel rallye à la fin du mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. Donc, au vu de tous ces éléments techniques, je m'attends éventuellement à un approfondissement du repli. À noter que même si on progresse à la hausse, la borne supérieure, cette borne supérieure pourrait exercer à nouveau une pression et il serait peut-être grand temps d'aller se rapprocher de la borne inférieure. Donc attention ici à toute tentative, à tout test de cette borne supérieure, mais on pourrait ne pas y arriver, donc on garde également un œil à toute interaction du gold avec ce niveau. Un gold qui pourrait également, je tiens à le préciser, refuser de franchir sa Kijun et d'aller très rapidement se replier. On est vraiment à un niveau crucial pour le gold, d'un point de vue Ichimoku. Cette zone ici, un moment où le gold devra trancher entre hausse, donc franchissement de la Kijun, ou baisse, donc cassure de notre SSB. On donnait H1 ici, ce graphique a beaucoup moins de sens que le précédent. Je pense que je le retravaillerai en donnant H1 pour avoir une meilleure vision sur le gold. On passe à présent sur le pétrole. Alors le pétrole, on passe sur ce graphique en donné H4. Ici, visiblement, un range semble se dessiner. Le repli était conséquent hier. Les acheteurs ont repris la main sur cette zone à 39,40. La zone comprise entre 39,20 et 39,40, une certaine tension a pu se faire ressentir au moment où les cours se sont rapprochés des 39,40. Ici, ce sont des acheteurs qui tentent de reprendre le contrôle. Et d'ailleurs, on peut le voir, on peut le remarquer par ces mèches inférieures, ces longues mèches inférieures ici. Nous avons une zone d'achat à ce niveau-là. Des acheteurs sont sur cette zone, aux alentours de ces zones-là, et arrivent à reprendre le contrôle à chaque fois. Donc, à noter que chaque test, par contre, de cette zone est un excellent point de vente, car c'est le niveau très exactement où les vendeurs prennent le dessus. Donc ici, est-ce que le pétrole WTI va nous donner un bon point de vente pour que les vendeurs reprennent le dessus en direction de la borne inférieure? Car clairement, le gold évolue pour l'heure dans l'enceinte d'un trading range, c'est-à-dire en évolution latérale, et les stratégies pour ce genre de configuration sont très simples. On vend la borne supérieure et on achète la borne inférieure. Donc ici, c'était un excellent point d'achat, et un éventuel repli en direction de cette zone pourrait représenter encore un point d'achat, mais prudence, car ce niveau pourrait céder à un moment ou à un autre. Le tout est de détecter à quel moment les vendeurs reprennent le dessus, et c'est au moment de la formation de la mèche que ces achats deviennent intéressants en vue d'aller chercher à nouveau la borne supérieure. Donc pour l'heure, mieux vaut privilégier les stratégies de vente aux alentours des 41 $, voire 41,20 et clôturer aux alentours des 39,40. On peut même être plus prudent et clôturer aux alentours des 39,80, car c'est à partir de là que les acheteurs font leur apparition sur le marché pétrolier, sur le WTI. Hier, les acheteurs n'ont pris la main qu'aux alentours des 39,40. Donc, en cas de repli, il est fort probable que l'on atteigne les 39,40 assez rapidement. Mais à privilégier ici les stratégies de trading range sur le pétrole WTI. On passe à présent sur le marché d'échange pour s'intéresser au billet vert. Un billet vert
qui pourrait évoluer jusqu'au 94 302. Alors d'un point de vue mensuel, on est bien loin de la clôture mensuelle, mais il est important de se rendre compte que cet objectif correspond au haut de notre nuage mensuel. Donc cela est tout à fait possible. Cela correspondrait donc à un test de la borne de la SSA en données mensuelles. Et donc ici, cela correspond à la projection de Soda E qui permettrait de finaliser cette vague haussière. Alors pour l'heure, le support est à 93 643, mais avec de telles perspectives haussières, en cas de décollage, si je puis dire, du biais vert, cela pourrait entraîner les matières premières en territoire négatif. Et donc cela réaliserait le scénario d'un gold qui pourrait se rapprocher des 1850 $, donc un excellent point d'achat. Et en scalping, on pourrait vendre les 1900 pour aller chercher les 1850. Et cela réaliserait également le scénario d'un pétrole qui se replie en direction des 39,40. Donc qui va chercher la borne inférieure de son trading range. Donc la réponse sera là. La réponse nous sera donnée par le biais vert, par le dollar américain. Dollar américain qui s'est renforcé, qui a renvoyé l'euro-dollar en direction des 1,1690, une précédente projection V ici. Et c'est le support qui tente de tenir. Et donc le repli du biais vert ce matin nous permet pour l'euro-dollar d'aller chercher les 1,1723. Ici, notre Tenkan. En revanche, prudence. Ce scénario d'une poursuite du renforcement du biais vert permettrait donc à l'euro-dollar de faire céder son support à 1,1689 et on pourrait aller chercher éventuellement ici le récent creux aux alentours des 1,1612 pour l'euro-dollar. Donc avoir cette hausse, jusqu'où pourrait se prolonger cette hausse, soit jusqu'à la Tenkan, soit si le dollar américain se replie davantage, on pourrait même aller chercher les 1,1751. En tout cas, prudence, en cas de franchissement de ce niveau, on pourra aller chercher les récents creux ici, et ce sont les creux de la fin du mois de septembre à 1,1612. L'USD Tri, lui, continue et s'installe sur sa précédente résistance qui est en train de devenir support, donc encore une fois, une zone qui est en train d'être formée légèrement en dessous de son récent record historique. Alors ça pourrait constituer un point d'entrée dans l'attente d'une nouvelle percée haussière, même si depuis que nous suivons de très près l'USD Tri qui construit sa hausse avec différents paliers, on privilégie les entrées sur ce type de mèche inférieure. L'USD Tri ne nous a plus donné cette chance depuis un petit moment, donc prudence. Prudence pour le moment, on peut tenter de rentrer tout de même sur cette zone de support. En plus, ici, nous avons un test de cette oblique haussière qui relie les différents creux. Ça pourrait représenter un bon point d'entrée peut-être avant une nouvelle percée haussière pour l'USD Tri. En revanche, toute cassure de cette oblique haussière pourrait nous renvoyer en direction de la précédente zone de résistance, voire le précédent sommet ici. Alors ce Good Morning Market touche à sa fin, c'est le dernier de la semaine. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Je m'excuse de ne pas avoir été disponible hier pour le Good Morning Market. Malheureusement, je n'ai pas été en mesure de vous livrer l'analyse de la journée. Mais en tout cas, voilà. Donc aujourd'hui, pour les différents éléments, un rebond en Europe, un rebond également sur les indices américains. Mais attention à ces résistances, attention à tous les risques qui pèsent, malgré... on est encore dans ce cycle par rapport à ce plan de relance aux États-Unis. On est sur le cycle où on a encore espoir et ça porte les indices. Après, on va arriver au moment où nous n'avons plus d'espoir concernant le plan de relance. Et là, ce sera un risque qui viendra encore s'ajouter à la propagation du Covid-19 et on pourrait assister à un retour du repli. Donc, prudence. La prudence est de mise. Le mieux est d'intervenir en intraday. Et donc de privilégier les interventions sur les marchés de court terme. Voilà, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. On se donne rendez-vous dès lundi pour une nouvelle semaine. Et la semaine prochaine, on va commencer à s'intéresser aux élections américaines.
Je vous livrerai lundi une vidéo qui sera consacrée à cela. On va essayer d'analyser les différentes problématiques, les différents impacts et donc ce qu'attend Wall Street justement de ces élections. On va essayer de faire quelque chose de très complet pour se préparer à cet événement, ce que l'on appelle déjà les élections du siècle. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Excellente journée, excellente séance de trading, excellent week-end. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo. Au revoir et à lundi.